On peut refaire l'historique. Avant, il y avait voilà le Web 1, on donnait de l'information et on la recevait. Nous, on n'avait rien le droit de dire, entre guillemets. Il y avait le Web 2 après où c'est avec les réseaux sociaux, l'émergence de tous ces réseaux sociaux où là, par exemple, c'était dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que on pouvait avoir une information et on pouvait la contredire. Donc, grâce au réseau, on avait le droit, entre guillemets, de parole, quoi. Et le Web 3, c'est vraiment l'ownership de sa donnée, de sa data. Donc, clairement, pour moi, le Web 3, c'est ce concept de décentralisation. Après, on pourra en reparler plus tard dans le podcast, mais il y a plusieurs niveaux pour moi de décentralisation. Le Web 3, c'est un peu un buzzword puisque ça rassemble pas mal de concepts, mais la technologie sous-jacente pour moi c'est quand même la blockchain, c'est-à-dire que dans les crypto-monnaies, la technologie en dessous c'est la blockchain. Les NFT c'est pareil, la finance décentralisée c'est pareil, le métaverse c'est censé être pareil, donc voilà, pour moi c'est vraiment, faut associer le Web 3 à la technologie blockchain, même si ça fait un peu un gros mot avec plein de choses à l'intérieur. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul sur la chaîne. Salut Paul, comment ça va? Salut, ça va bien et toi Julien? Écoute, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on voyage un peu parce que le dernier épisode, on était en Australie et toi, tu es en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Déjà merci de m'inviter sur ton podcast, sur ta chaîne YouTube. Donc déjà ça fait plaisir et ouais, c'est ça. Moi je suis sur Angers là actuellement en Ah, France. sur Angers, ok. Bon, on salue tous les gens d'Angers. Euh, Écoute, aujourd'hui, tu connais un peu le concept. Je t'en ai parlé avant qu'on lance l'enregistrement. Mais donc sur Cryptalk, l'objectif, c'est vraiment de vous faire rencontrer des gens qui évoluent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On a eu déjà des invités très divers et variés. Et j'avais hâte à notre discussion parce que toi, tu es quelqu'un qui est un peu plus dans la technique et notamment dans la finance décentralisée. Alors, on va commencer Ouais. par le début, mais ça peut donner un petit teaser pour les gens qui nous écoutent. Donc, si vous êtes intéressé par la finance décentralisée, Paul est vraiment un expert sur le sujet, bien plus que moi, je le suis d'ailleurs. Donc, c'est parfait. Moi aussi, j'ai un petit cahier. Je vais pouvoir prendre des notes aujourd'hui. Impec. On Non va commencer par le début, hein. Qui tu ouais, es, carrément. si tu veux te présenter, puis comment t'es tombé dans la crypto. Ouais, carrément. Bon après voilà, moi je m'autoproclame pas expert parce que voilà, je trouve que c'est un mot où on apprend tout le temps. Mais du coup, moi je suis tombé dans la crypto fin 2020. Enfin, c'est clairement un pote à moi qui m'avait voilà parlé des crypto-monnaies, d'investir dans cet écosystème. Je pense qu'on est tous à peu près passés par là, voilà, investir parce que justement il y avait eu le premier bull run qui avait fait pas mal de bruit. Et en fait, je me suis pas intéressé, j'avais investi, je me suis pas du tout intéressé. C'est vraiment fin 2021, début 2022, où je me suis vraiment intéressé à la tech qu'il y a derrière. Moi, je suis de formation ingénieur. Et du coup, je me suis vraiment intéressé à la tech. J'ai lu pas mal de white papers, donc que ce soit de protocoles, d'applications décentralisées, donc qui ont leur white paper également, et ou directement de blockchain, donc comme Bitcoin, comme Ethereum, Solana. Donc là, vraiment, je me suis intéressé à ces choses-là. Et du coup, alors moi, j'ai deux activités dans ce qu'on appelle le Web3, qui est un peu ce buzzword qui rassemble un peu cette technologie de la blockchain avec tous ces applicatifs. Mhm. Moi, du coup, j'ai monté ma boîte de grosse marketing spécialisée pour les startups Web3. Donc là où j'accompagne les entreprises Web3, voilà, à vraiment diffuser leurs messages sur les réseaux sociaux et même vraiment faire coller leur business et leur communauté. Et à côté aussi, j'ai pu monter avec mon associé du coup un accompagnement sur les fondamentaux de la blockchain et de la finance décentralisée, donc qui s'appelle le Web Crypto, et on a également sorti une formation pour débutants qui s'appelle le Crypto 100. Donc voilà pour la courte présentation. Waouh, incroyable. T'as quel âge? Moi du coup là j'ai 23 ans. Ouais, Flo, il me disait, tu vas voir. Donc, Flo, c'est Flo avec qui je fais le 20X Challenge pour ceux qui suivent l'émission sur la chaîne. Et c'est vrai, il m'a dit, tu vas voir, c'est incroyable. Lui, il est toujours impressionné. Moi aussi, de voir des gens. Mon petit frère aussi, tu vois, maintenant, il arrive sur la trentaine. Mais ça m'a Mhm. toujours. C'est lui qui m'a mis à la crypto, tu vois. Et Ouais. franchement, les jeunes, vous êtes impressionnants. Je dis les jeunes, j'ai l'air vieux d'un coup. Mais non, franchement, vous êtes là, vous tapez dedans. Franchement, c'est vraiment inspirant. Ouais, Et bah puis. c'est clair. Peut-être juste définir deux, trois mots parce que sur la commu, on est en train de monter en puissance tranquillement. Peut-être Web3 parce que comme tu dis, c'est un mot un peu fourre-tout qu'on entend énormément. Est-ce que Ouais, carrément. tu veux donner une définition simple et pratique? Ouais, ouais, bah complètement. Bah alors du coup il y a, après on peut refaire l'historique. Avant il y avait voilà le Web 1 où justement c'était juste des personnes qui envoyaient de l'information et en fait c'était complètement en fait on donnait de l'information et on la recevait. Nous on n'avait rien le droit de dire entre guillemets.
Il y avait le Web 2 après où c'est avec les réseaux sociaux, l'émergence de tous ces réseaux sociaux où là par exemple bah, c'était dans les deux sens. Donc c'est-à-dire que bah, on pouvait avoir une information et on pouvait la contredire. Donc avec grâce au réseau, on avait le droit entre guillemets de parole quoi. Et le Web 3 c'est vraiment l'ownership de sa donnée, de sa data. Donc clairement pour moi le Web 3 c'est ce concept de décentralisation. Après on pourra en reparler plus tard dans le podcast, mais il y a plusieurs niveaux pour moi de décentralisation, notamment sur différentes blockchains. Mais du coup, ouais, pour moi, le Web3, c'est un peu un buzzword puisque ça rassemble pas mal de concepts. Mais la technologie sous-jacente, pour moi, c'est quand même la blockchain. C'est-à-dire que bah, dans les crypto-monnaies, la technologie en dessous, c'est la blockchain. Les NFT, c'est pareil. La finance décentralisée, c'est pareil. Le métaverse, c'est censé être pareil. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, faut associer le Web3 à la technologie blockchain, même si ça fait un peu un gros mot avec plein de choses à l'intérieur, quoi. Donc pour toi, c'est vraiment la crypto-monnaie qui a permis Bah, d'ouvrir ce potentiel Web3, quoi. en vrai, je pense que ce qui a amené, même si on a beau voilà, beaucoup la critiquer quand on s'attache vraiment à la tech des crypto-monnaies, donc de la blockchain qui est en dessous, c'est quand même grâce au prix qu'il y a eu énormément de bruit autour de cet écosystème. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas ce côté spéculatif, même si pour moi c'est pas du tout la seule chose que définit les crypto-monnaies, même s'il n'y aurait pas eu ce côté spéculatif, beaucoup moins de personnes se seraient intéressées à ce domaine-là. La cryptographie serait pas devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Même moi, je me serais pas potentiellement intéressé cet écosystème-là. J'ai pas du tout peur de le dire parce que c'est totalement vrai. Je suis venu justement parce que j'avais cette envie de faire de l'argent et après j'ai découvert toutes ces choses-là, enfin toutes ces technologies. Donc je pense que je pense que les crypto-monnaies ont vraiment poussé justement à cette adoption de masse de cet écosystème-là, quoi. Ouais, moi c'est la même chose et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre nous qui arrivons par la porte finance et Ouais. finalement, comme tu dis, on découvre un monde. Tout à l'heure, tu as parlé de white paper, peut-être juste aussi expliquer ce que c'est et peut-être je vais élargir la question. Toi, quand tu découvres un projet, je sais pas, par exemple la première fois que tu as entendu parler d'AV ou d'autres projets comme ça qui sont très importants, puis ça va nous permettre de transitionner après vers la finance décentralisée, comment tu Ouais. creuses les fondamentaux d'un projet pour savoir que c'est du solide? Ouais. Bah écoute, alors déjà pour le white paper, c'est bon bah du coup traduction française c'est livre blanc et très concrètement en fait c'est bah, voilà si t'es porteur de projet tu vas écrire un white paper avec ce que tu estimes comme problème, les solutions voilà que tu as envisagées, et comment en fait tu vas les mettre en place et quels résultats sont attendus. En vrai c'est vraiment voilà c'est vraiment très pragmatique comme analyse, c'est-à-dire bah tu vois un problème, tu vois une solution et t'estimes des résultats. Et du coup, bah moi personnellement, j'ai une méthode à proprement parler justement pour analyser un projet. Alors, je dis pas que je fais une analyse complète de chaque projet. En fait, enfin, dans le monde des cryptos, il y a énormément de projets, il y a énormément de white papers. Tu peux passer une année complète juste à lire plein de choses, à aller au fond des choses, que ce soit en finance centralisée, dans les NFT, n'importe. Clairement, tu pourras jamais tout voir. Mais clairement, là où j'ai des gros fondamentaux et là où je vais plus investir, c'est vraiment des projets où j'ai fait vraiment toute l'analyse fondamentale. Donc ça veut dire vraiment déjà de base lire le white paper. Donc déjà ça prend énormément de temps. Moi je sais que je fais une analyse complète du white paper de Solana il y a 6 mois peut-être. Et j'avais passé 8 heures à le décortiquer de A à Z et en faire ensuite une analyse fondamentale que moi personnellement j'avais proposé à ma communauté gratuitement. Mais du coup voilà clairement je pars de ça. Ensuite j'utilise certains outils pour faire pas mal d'analyses approfondies. Donc par exemple sur la tokenomics. Donc ça, on en reviendra après, mais voilà, c'est aussi un concept hyper intéressant qui est propre justement aux crypto-monnaies. Ensuite, voilà, je vais analyser aussi la team, ce qu'ils ont fait auparavant. Je vais analyser toutes ces choses-là pour vraiment avoir une analyse vraiment approfondie. Après, il y a vraiment plein de choses à regarder. Les algorithmes qu'ils utilisent, donc les algorithmes de consensus. Donc par exemple, beaucoup connaissent le proof of work, le proof of stake. Donc voilà, quels algorithmes ils utilisent, quelle blockchain sur laquelle ils sont. Ça peut très bien être des layer 2. Donc des layer 2, c'est des protocoles qui sont au-dessus des blockchains de layer 1. Ou ça peut être des layer 1 complètes, ou ça peut même être autre chose. Donc voilà, essayer d'un peu regarder toutes les innovations aussi, quelle pain, quelle douleur ils vont résoudre. Parce que en crypto, en DeFi, on voit énormément de ce qu'on appelle des forks. Donc des forks, c'est vraiment des projets qui en fait vont copier le code open source d'autres projets. Et en fait, ils vont y proposer exactement la même chose. Et si tu n'avais vraiment pas de proposition de valeur, au final, ça sert pas à grand-chose. Donc voilà, faut essayer de vraiment tout regarder si tu veux analyser un projet fondamentalement de bout en bout. Mais ça prend énormément de temps.
Et moi, personnellement, j'en ai complètement conscience. Genre, tu peux pas tout analyser de A à Z. Donc, enfin, tu peux pas analyser tous les projets. Donc, il faut que tu t'arrives à te concentrer sur certaines narratives que tu veux exploiter, quoi. Ouais. Excellent. Franchement, tu as plugué plein de mots aussi, donc c'est cool. On en parlera. En fait, les épisodes du lundi, j'essaye aussi de définir un peu le vocabulaire. Peut-être pour les gens qui se demandent du coup où est-ce qu'on trouve les white papers, mais vous pouvez simplement les trouver sur le site web des compagnies. Et moi, j'aime bien utiliser CoinMarketCap ou CoinGecko, comme ça, vous allez avoir des liens directs officiels vers les sites web, vers les plateformes aussi, donc X, Reddit et compagnie. Donc c'est un bon exercice définitivement. Alors moi je vais être honnête avec toi, j'ai lu seulement celui de Bitcoin qui est assez Ok. simpliste, mais j'imagine qu'il doit y avoir des white papers qui sont un peu plus denses. Ouais. Avec, Ouais, par exemple, celui de Solana, comme je disais, il était vraiment costaud. Celui d'Ethereum aussi, il est bien costaud. Celui de Bitcoin, moi, je le trouve pas hyper simple. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de points qui sont compliqués sur toutes les parties qui sont proposées. Donc, c'est déjà très bien d'avoir lu celui-là parce que je pense qu'il y a une grosse majorité qui l'ont pas lu. Moi, j'avoue que j'ai même pas tout compris parce que souvent, il y a des mathématiques appliquées dans ce genre de concept et justement, eux, ils t'attendent pas, enfin, ils vont pas essayer de te faire comprendre les choses, quoi. Ils écrivent leur formule, voilà, de manière brute. Je me souviens, j'ai lu un white paper d'une application décentralisée qui s'appelle DeFi Plaza, où l'objectif, justement, bon, c'est vraiment très technique, hein, mais l'objectif, c'est de réduire l'impermanent loss sur certaines pools de liquidité, donc en finance décentralisée. Et bah, tu vois que t'y comprends rien si tu fais pas un peu de maths et voilà, si ouais, c'est tu mets ça. pas un peu la tête dedans. Donc, paper, aujourd'hui, on a ChatGPT, on a tout pour justement nous Ouais. simplifier la vie. Donc, tu mets les white papers sur GPT-4, tu lui demandes de t'expliquer avec des mots simples et t'essayes de comprendre. Ouais, carrément, carrément. Donc là, on va faire la transition vers la finance décentralisée. Carrément. T'as déjà un tout petit peu abordé le sujet. Par rapport, comment tu pourrais l'expliquer simplement en fait à quelqu'un qui connaît la finance traditionnelle, la finance décentralisée, arrête-moi si je dis une bêtise, mais ça a buzzé surtout pendant l'été, donc c'était quoi? C'était 2020 ou 2021? 21, 2021, c'est 2021, ça. ouais. Ouais, Donc on a dit que 2021, c'est c'était explosé. le DeFi Summer. Et pour moi, en tout cas, c'est là que j'ai vraiment commencé à entendre parler c'est ça, de certains gros projets. Il y a des cryptos qui ont complètement explosé. Donc comment tu définis Ouais. simplement c'est quoi la finance décentralisée, puis après on va pouvoir rentrer dans les concepts. Ouais, la finance décentralisée, bah, en fait, très concrètement, tu prends tous les concepts que tu as en finance traditionnelle. Donc, je pense par exemple à les prêts et les emprunts. Donc, voilà, tu vas à la banque, tu vas faire un prêt et t'empruntes. Ça va être un peu différent, mais c'est possible de le faire également du coup en finance décentralisée. En fait, l'objectif de la finance décentralisée, c'est de faire voilà, tous les véhicules d'investissement que tu connais traditionnellement, mais de façon décentralisée, avec enfin, une technologie donc qui s'appelle du coup enfin, un smart contract. J'ai pas envie d'utiliser des mots trop compliqués justement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est prendre les véhicules d'investissement de la finance traditionnelle et les mettre en respectant voilà les avantages d'une blockchain, c'est-à-dire vraiment la décentralisation, le fait que ça soit open source, donc qu'il n'y ait pas d'acteur, il y ait pas d'acteur central. En fait, c'est enlever les banques à la finance traditionnelle. C'est-à-dire que bah aujourd'hui, si tu as envie de faire un prêt ou voilà, que tu as envie de faire un prêt dans la finance traditionnelle, bah tu vas voir ton banquier et tu lui demandes est-ce que c'est possible ou pas. Tandis qu'en finance décentralisée, tu vas pouvoir faire la même chose, mais enfin, avec des concepts un peu plus différents. C'est-à-dire que tu vas venir plugger un wallet décentralisé. Je sais pas si tout le monde est à l'aise avec ça, mais les wallets décentralisés sont très utilisés. Bon, pareil, il y a différents types de wallets. Mais voilà, tu viens utiliser un wallet décentralisé, tu viens utiliser une application décentralisée. Et là, tu vas pouvoir faire ton prêt ou ton emprunt. Après, je tiens juste à mettre une petite notification sur les prêts et les emprunts. C'est que dans la finance traditionnelle, par exemple, enfin, en fait, c'est d'ailleurs l'un des problèmes aussi de la finance décentralisée, c'est que tout n'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent, mais tu vas pouvoir faire un prêt de je sais pas combien de milliers d'euros. Donc c'est ça qui est vraiment la force de la finance traditionnelle. Tandis qu'en finance décentralisée, tu vas être obligé d'avoir ce qu'on appelle un collatéral. Donc par exemple, si tu as envie d'emprunter, je sais pas, 80 000 euros, bah, tu devrais déjà avoir 100 000 euros. Du coup, c'est pas trop. Enfin, en fait, c'est un peu des prêts, mais pour les riches déjà. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire des prêts, mais il faut que tu aies déjà de l'argent, quoi.
Peut-être ce qu'on peut expliquer pour ceux justement qui sont curieux d'entendre ça, c'est qu'en fait, certaines personnes peuvent détenir d'une crypto-monnaie, par exemple du Bitcoin, et ne souhaitent pas vendre leur Bitcoin. Donc d'une certaine façon, ils sont Exactement. immobilisés, mais par contre, ils peuvent s'en servir, comme disait Paul, en collatéral, et à ce moment-là, débloquer des fonds pour pouvoir débloquer de la liquidité pour investir sur d'autres projets, etc. Donc par Exactement. contre, j'ai l'impression que ça évite quand même certains excès de la finance traditionnelle, où justement, tu as des gens qui peuvent complètement s'endetter. Et il y a, je sais pas, Non, ça me dit rien. Anis Lajnev, c'est un personnage que j'aime bien suivre, un personnage public. En fait, c'est un ancien trader et lui aujourd'hui, il parle vraiment de tous les problèmes de la finance traditionnelle. Il est d'ailleurs assez critique par rapport à l'écosystème de crypto-monnaie, mais c'est lui dans une vidéo qui expliquait, c'est drôle comment les mathématiques font pas de sens des fois, ou de dire selon le taux d'intérêt, à un moment donné, t'es pas solvable, donc on ne prêtera pas d'argent. Par contre, à un taux plus élevé, ah bah là d'un coup tu deviens solvable, on est prêt à te prêter de l'argent. Tu vois, on le voit nous ici sur le crédit en Amérique du Nord est très très fort. Donc les gens ils payent tout le temps en crédit. Et quand on a des systèmes de financement par exemple sur des achats, là, moi par exemple au magasin où je travaille, et ben s'ils ont un mauvais crédit, on va leur prêter de l'argent. Par contre les taux d'intérêt ça va être du 20-30% au lieu d'être 10% ou 0% pour certaines personnes. Ouais. Donc on voit que le système actuel il est quand même il a aussi son lot d'injustice, et je pense que la finance décentralisée d'une certaine façon ça permet vraiment aussi de limiter peut-être un peu les excès. Bah complètement. En plus, enfin, on est entre guillemets tous. C'est un peu aussi les valeurs des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'on est tous égaux Ouais, face à cette technologie. En fait, là où en fait on est tous égaux, oui et non. Bon après, faut accéder aussi à la connaissance. Mais une fois que tu as la connaissance, ben en soi tu peux tout faire. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Enfin, je veux dire, on te demande pas d'où tu viens, on te demande pas ta situation sociale. Bien sûr, après, ça emmène son lot de risques. C'est-à-dire que vu que tu es tout seul à gérer, tu peux pas compter en finance décentralisée sur un SAV que tu aurais en finance ouais, c'est ça. traditionnelle. Ah bah tiens, je me suis fait liquider toutes mes positions. Qu'est-ce que je fais? Bah, à calculer toi-même. Mais par contre, ouais, ça te permet de faire, entre guillemets, d'être ton propre banquier et de faire ce que tu veux, quoi. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis aussi, c'est plus juste dans le sens que bah, justement c'est pas un banquier qui en fonction de bah, potentiellement tu vois ton nom, à quoi tu ressembles, etc., ou les métiers que tu as eu, qui pourrait avoir un biais favorable pour toi ou contre toi pour le coup. La finance Mm. décentralisée elle est aveugle, elle regarde pas ça. Si elle collatéral, l'argent va être prêté. Ouais. Donc ça c'est un des enjeux de la finance décentralisée. Alors moi je vais te dire dans ma tête ce que j'ai quand je pense à finance décentralisée, puis c'est sûr que j'oublie des choses Vas-y, donc tu pourras compléter. Moi je pense carrément. en limitant un intermédiaire, on va réduire du coup les frais de gestion. Et du coup, on peut délivrer plus à la personne. Donc, je sais que c'est pour ça qu'on est capable d'avoir des retours, des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus intéressants. Et aussi parce que par itération, avec l'effet cumulé, au lieu de délivrer des intérêts une fois par année, par exemple, parce que c'est ce qui est gérable humainement quand c'est une banque qui le fait. Mais quand tu disais tout à l'heure des smart contracts, ça peut être automatisé, ça peut être fait toutes les, j'en sais rien, toutes les minutes, peut-être Ouais. moins que ça même. Donc à ce moment-là, on peut récupérer des bribes d'intérêt qui vont cumuler les unes sur les autres, et donc du coup faire des profits beaucoup plus intéressants à la fin. Fait que ça pour moi Ouais. c'était un des trucs que j'avais détecté. Et il y avait aussi le côté, comme tu disais aussi peut-être tout à l'heure, j'ai l'impression il y a une barrière à l'entrée aujourd'hui qui est technique, mais il n'y a pas de barrière sur le montant. J'ai l'impression que tu peux vraiment, toi, participer, tu peux te lancer en finance décentralisée avec 100 balles, si tu veux, Mm. et tu n'es pas obligé de rentrer avec des gros capitaux nécessairement. Alors dis-moi, est-ce que je me trompe, ou est-ce que, Ouais. comment tu Bah complèterais ça? alors, non, non, mais carrément. Bah alors déjà, pour revenir du coup sur le premier, c'est vrai que enfin, quand tu vas en finance décentralisée, enfin, ton objectif c'est de la finance, donc c'est de faire des intérêts. Enfin, clairement, moi personnellement, je m'intéresse beaucoup à cet écosystème, c'est aussi pour gagner de l'argent. Et pareil, je ne vais pas m'en cacher, c'est aussi pour ça. Et du coup, en finance décentralisée, il y a deux choses à faire que tu peux déceler, c'est vraiment l'APR et l'APY. Donc annuel percentage year et annuel percentage rate. Et du Ouais. coup, en fait, sur l'APR, bah, justement, t'as pas ces intérêts cumulés. Et sur l'APY, tu les as. C'est-à-dire que, comme tu as dit, il y en a qui vont ce qu'on appelle compound, ça veut dire que tu vas avoir tes intérêts bah, voilà, tous les jours, toutes les semaines. Et en fait, bah, par exemple, je sais pas, tu as investi 100 euros, tu as fait 10%, on va dire que t'es à 110, bon, je prends des taux, voilà, n'importe comment, mais
on va dire, bah, voilà, t'augmentes en fait ton bac petit à petit, et en fait, après, tu vas faire des intérêts sur bah, tes 110 euros que tu as gagnés, et après sur tes 120, et en fait, tu vas augmenter ton bac plus rapidement, donc ça, c'est intéressant. Après, pour l'histoire du montant, alors oui et non, parce que, alors déjà, si tu viens avec un petit montant en finance décentralisée, va falloir que tu utilises des blockchains bien précises, c'est-à-dire que si tu vas sur Ethereum, les frais vont être vraiment très C'est élevés. vrai. Et Mm. du coup, bah, tu vas vite en fait complètement pas être rentable en termes de ROI. C'est-à-dire que par exemple, bah, je sais pas, tu viens qu'avec, entre guillemets qu'avec, hein, mais qu'avec 100 dollars. Si tu passes par la blockchain Ethereum, en plus tu la prends en ce moment, bah, tu vas payer des dizaines de dollars de frais juste pour une transaction et encore tu as un approval et à chaque fois une confirmation à faire. Donc non, ça va te coûter vraiment cher donc d'interagir avec un smart contract sur la blockchain Ethereum. Mais du coup, évidemment, il y a d'autres solutions qu'on appelle du coup les blockchains de layer 2. Donc c'est des blockchains, bon, il y a d'autres solutions qui existent aussi, c'est-à-dire que bah, tu peux utiliser la blockchain Solana, qui est une layer 1 et qui a beaucoup moins de frais, et avec laquelle tu peux faire de la finance décentralisée. Mais tu peux, enfin comme aussi Avalanche, mais sur Ethereum, tu as aussi ce qu'on appelle les blockchains de layer 2, donc qui sont mises au-dessus, et qui, elles, veulent résoudre le problème de scalabilité, donc en fait de vitesse de transaction. Aujourd'hui, Ethereum, c'est du 12 transactions par seconde, Mm. donc ce qui est pas du tout assez. Voilà, comparé à un réseau Visa ou n'importe quel réseau bancaire. Du coup, en fait, l'objectif, c'est que bah, avec ces blockchains de layer 2, ça vienne aider la blockchain Ethereum à aller plus vite. Et du coup, je peux en citer quelques-unes, mais Ouais, vas-y. Arbitrum, Mhm. Optimism, ZK Sync, ce sont des blockchains de layer 2. Bon, elles n'utilisent pas toutes les mêmes technologies, mais très clairement, grâce à elles, bah, tu peux faire de la finance décentralisée à moindre coût. Arbitrum, donc pour justement bah, placer dans de la finance décentralisée. Et du coup, bah, pouvoir ne payer pas beaucoup de frais parce que une fois que tu vas faire une transaction, bah, tu vas payer peut-être 1 centime, 2 centimes. Donc là, c'est totalement négligeable. Et du coup, Ouais. tu as un meilleur retour sur investissement. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Tout à l'heure, tu parlais de narrative. J'ai l'impression que ça, en tout cas, déjà sur le dernier bull run et aussi sur celui-ci là, qui, selon moi, a commencé, il y a effectivement les deux aspects. Comme tu disais tout à l'heure, tu en as cité quelques-uns des projets de Layer 1. Donc il y a des gens qui disent Ethereum est cassé, c'est pas possible, les frais ça n'a pas d'allure. Donc tu parles de Solana, tu parles d'Avalanche, il y a Injective aussi qui est très très fort pour l'instant sur le début du bull run. Et après, comme tu disais, une autre avenue, on va dire, qu'on peut explorer et que les gens explorent encore actuellement, c'est les Layer 2. Et même là, dans les Layer 2, je sais qu'il y a plusieurs types de Layer 2. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est encore au balbutiement du truc, hein. C'est vrai que l'écosystème, il est en train de se construire. Toi, est-ce que tu as un petit ressenti, un petit guess sur quelle est la solution qui pourrait être retenue? Du coup, tu parles que en finance décentralisée ou plus en général les layers 1 Bah, de peut-être manière. on va rester sur la finance décentralisée, par exemple. Bah, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'en finance centralisée, il y a différentes applications qui servent différents problèmes. C'est-à-dire que, bah, par exemple, Uniswap, ça va être intéressant, voilà, parce que tu fais de la concentration de liquidité, qui peut justement être intéressante quand tu es un LP. Donc, LP, c'est Liquidity Provider. Et du Ouais. coup, tu vas pouvoir investir sur des pools où là, tu vas pouvoir faire pas mal de rendement. Donc là, ça va être intéressant. Bien sûr, ça, c'est des concepts aussi très poussés, assez compliqués. Là, je parle d'Uniswap V3 parce qu'il y a plusieurs versions. Et bah, par exemple, de l'autre côté, tu vas avoir AAVE qui, pour moi, est un très très bon protocole où justement, Mm. qui est enfin, décentralisé avec une bonne gouvernance, où justement, tu vas pouvoir faire des prêts et des emprunts et voilà, pouvoir justement prêter de l'ETH. En plus, quand tu prêtes en fait, quand tu fais des prêts et des emprunts aussi, pour préciser un petit peu, mais sur AVE, bah, tu prêtes par exemple, on va dire un ETH. Donc, vu que tu prêtes cette liquidité-là, bah, tu vas toucher des rendements dessus parce que tu fais l'effort de prêter. Donc là, tu touches des rendements parce qu'il y a des gens qui vont venir emprunter en fait sur Mm. toi. Donc c'est-à-dire, bah, il y en a un qui veut emprunter un ETH, bah, ok, bah, il te paye un taux d'intérêt. Du coup, là, déjà, tu vas gagner de l'argent. Et derrière, bah, si tu veux, toi, tu vas pouvoir emprunter une autre crypto-monnaie, par exemple de l'USDT, parce que tu as envie, avec cette USDT, de faire d'autres rendements autre part. Bah, au moins, tu es en train de faire des rendements sur de l'argent que tu as emprunté, donc qui n'est pas réellement à toi, mais au moins tu fais des rendements et tu garderas les rendements quand tu voudras rembourser ton prêt. Donc c'est vrai que difficile de faire un choix. Je pense qu'il y a beaucoup de projets hyper intéressants, beaucoup de nouveaux projets. Moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est vraiment Maverick Ok. Protocol, qui est un protocole que j'utilise énormément.
en finance décentralisée, qui est un peu la nouvelle génération des applications décentralisées, avec leur token MAV. Alors bien sûr pas de conseil en investissement, mais je le trouve vraiment très intéressant parce que justement il est déjà hyper simple, enfin il est pas simple d'utilisation, mais enfin, l'application décentralisée fonctionne très bien. Justement, tu peux aussi faire de la concentration de liquidité où tu vas venir choisir tes largeurs de tick de liquidité. Et enfin, c'est-à-dire que tu peux vraiment regarder où est-ce que tu vas fournir de la liquidité. Tu peux vraiment créer tes propres pools. Donc je trouve que c'est un des protocoles les plus intéressants. Et aussi, on discute pas mal, enfin, sur du coup des protocoles qui viendraient enlever l'impermanent loss, qui est pour moi le plus gros problème de la finance décentralisée. Je Ouais, pourrais vas-y, en alors, parler après. L'impermanent loss en finance décentralisée, en fait, alors c'est vrai que ça risque d'être compliqué si jamais on n'a vraiment jamais utilisé la finance décentralisée. Mais en fait, bah, très concrètement, les pools de liquidité, toi, tu vois bien ce que c'est qu'une pool là où tu viens mettre des cryptos. Mhm. Donc, bah, par exemple, moi, je viens mettre, j'ai envie de décider de fournir de la liquidité sur une pool qui est ETH USDT. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi les actifs qui sont sous-jacents au pool de liquidité. Donc, par exemple, de l'USDT, on sait que c'est un stablecoin. De l'ETH, on sait que c'est une monnaie dite volatile, c'est-à-dire que le prix augmente. Son Voilà, prix va on fluctuer. connaît Ouais. tout. Exactement. Et du coup, en fait, l'impermanent loss, c'est un concept dans lequel ben, il faut regarder en fait le manque à gagner que tu as entre mettre tes crypto-monnaies dans une pool de liquidité ou les holder simplement. Hmm. C'est-à-dire que le hold simple, ça veut dire bah, tu conserves dans ton portefeuille en spot, quoi. Hmm. C'est-à-dire que tu conserves tes crypto-monnaies ou alors tu les places en pool de liquidité pour générer des rendements. Hmm. Et en fait, là où il y a un manque à gagner, et c'est assez complexe, c'est qu'en fait, dans les pools de liquidité, on va avoir ce qu'on appelle des AMM, Automatic Market Maker. Et très concrètement, c'est des algorithmes qui, en fait, vont faire en sorte que ta pool soit toujours équilibrée. C'est-à-dire que quand tu fournis, par exemple, de l'ETH, de l'USDT dans une pool, tu as toujours 50%, 50%. En nombre de tokens, je parle. Et du coup, et même en valeur, enfin, en valeur de dollars, tu as toujours 50%, 50%. Et du coup, très concrètement, si l'ETH surperforme, ou vraiment prend en valeur, mais du coup, lui, pour garder l'équilibre 50-50, il va vendre de l'ETH, qui valera plus cher, et il va racheter de l'USDT. Et en fait, très concrètement, bah, tu auras plus de tokens USDT, tu auras moins de tokens ETH, mais tu auras bien encore l'équilibre en dollars de 50-50. Et en fait, quand tu as fait ça, bah, il y a eu des petits robots qui ont fait de l'arbitrage, et en fait, on t'aura ponctionné un petit peu de gain du coup sur tes deux cryptos. Et du coup, bah, là, tu auras subi ce qu'on appelle de l'impermanent loss, ou perte impermanente, c'est-à-dire que tant que t'as pas vendu, bah, c'est pas perdu. Mais très concrètement, en fait, ça veut dire que bah, tu aurais mieux fait de garder ton ETH et ton USDT dans ton portefeuille, puisque bah, t'aurais profité en fait de la hausse de l'ETH, et du coup, bah, t'aurais pas moins de tokens, quoi. Et si la valeur d'Ethereum descend, comment ça fait du coup? Ils vendent quoi pour garder l'équilibre Euh, 50-50? si la valeur si la valeur d'Ethereum descend, bah, c'est la même chose, ça va du coup acheter plus de TH et vendre de l'USDT Ok, pour ils vendent garder l'USDT pour acheter le TH. Ok, ok. c'est ça. Et ils vont avoir de l'impermanent loss, mais dans l'autre sens. Et alors, je sais pas pourquoi, moi j'avais en tête qu'il était mieux de faire, de rentrer dans des pools de liquidité sur des projets qui justement étaient en tendance haussière. Je sais pas du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'un autre pour rentrer dans des pools de liquidité pour limiter un peu cette histoire-là, vu Ouais, que tu as alors, des actifs qui s'apprécient, en tout cas potentiellement? bah en fait, pour moi, dans 90% des cas, voire 95% des cas, si tu apportes de la liquidité sur des pools volatiles stables, tu vas être perdant. C'est-à-dire que bah, justement, si tu fournis de la liquidité, en fait, tout dépend de plein de choses. Ça dépend de l'AMM que tu utilises, ça dépend des tokens sous-jacents que tu utilises. Par exemple, si tu fournis de la liquidité sur ETH USDT, mais que en fait le TH ne bouge pas, bah c'est très bien pour nous parce que du coup le TH bouge pas, mais il y a énormément de frais qui sont ponctionnés. Et le concept, il est assez simple. Quand tu fournis de la liquidité, toi, tu vas gagner de l'argent sur l'échange en fait de la paire. En fait, quand tu viens sur un AMM, bah, tu peux échanger de l'ETH contre de l'USDT et bah, toi, vu que tu as fourni de la liquidité, bah, tu ponctionnes une partie des frais. Donc si ça bouge pas très bien, mais en fait ça revient à faire un peu du trading déjà dans le sens où bah, tu paries sur la hausse d'un token, donc autant le faire sans pool de liquidité, Hmm. parce que bah du coup autant le conserver. Et du coup moi ce que je
conseillerais, entre guillemets, même si c'est pas du conseil, c'est plutôt de fournir de la liquidité sur des poules stables ou avec un degré de volatilité similaire. C'est-à-dire pas choisir des poules avec stable volatile, mais choisir des poules avec stable stable, donc par exemple USDC, USDT, ou volatile volatile, donc par exemple le token MAV qui va être volatile avec de l'ETH. Intéressant. Et alors là, tu parles du stablecoin. Je sais que bon, il y a plusieurs types de stablecoin. Là encore, on réfléchit beaucoup là-dessus. Tu as parlé du USDT, USDC. Je sais aussi que peut-être que certaines personnes ont entendu parler de Terra Luna et de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ça a un peu entraîné, on va dire, le début du marché baissier et Ouais. le dernier marché baissier. Est-ce que c'est quoi ton takeaway là-dessus sur les stablecoins? Est-ce que pour toi aujourd'hui, par exemple l'USDT, moi j'ai beaucoup entendu de FOD là-dessus à un moment donné où ils disaient ah, c'est une Ouais. compagnie qui n'ont pas vraiment Pas, l'équivalent en pas de fait parce que blanche. Ouais. ouais c'est ça en théorie parce que juste peut-être pour expliquer donc USDT donc T c'est pour Tether la compagnie qui va avoir du coup l'équivalent de ce qu'ils disent avoir en dollars et du coup ça fait que derrière ils peuvent assurer un équilibre dans le prix du dollar USDT du coup pour que un USDT soit bien égal à un dollar américain. On a Mm. Circle aussi qui s'est fait beaucoup connaître dernièrement. On voit que USDC est de plus en plus utilisé. Euh, Mm. Est-ce que pour toi, j'ai l'impression que ça reste un facteur de risque. Est-ce que pour toi, il y a une Oui. façon, est-ce que déjà il y a un stablecoin que tu recommandes plus que l'autre et est-ce que il y a un moyen de se prémunir un petit peu de ce risque-là? Bah alors déjà, première chose pour s'en prémunir, c'est assez simple, c'est de diversifier. Mhm. Donc aujourd'hui, bah, t'as vraiment plusieurs types de stablecoins. Donc bah, du coup, celui qui était tombé, enfin celui de Terra Luna, c'était un stablecoin, ce qu'on appelle algorithmique. Mhm. Donc qui fonctionnait que sur des algorithmes et qui, en fait, ils essayent de tenir ce qu'on appelle le peg. Donc c'est-à-dire de tenir la valeur d'un La dollar. Et parité, quoi. lui, Ouais. ouais, la parité, et du coup, bah, il avait pas réussi à le tenir. Après, il y a des stablecoins qu'on appelle qui sont crypto-backed, c'est-à-dire qu'ils sont backés par des cryptos. Donc, par exemple, il y en a, ils sont backés full par ETH. Il y en a qui sont backés par d'autres crypto-monnaies. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, c'est des stablecoins qui vont être décentralisés. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il y a Go de AVE, qui est un stablecoin qui a été lancé par AVE. Donc, qui va être un des stablecoins intéressants aussi à creuser. Ensuite, il va y avoir les stablecoins type USDT, qui sont eux, du coup, sont 100% collatéralisés. Donc, collatéralisés par des dollars, c'est-à-dire que très concrètement, bah, il doit y avoir un dollar dans leur caisse à Tether, donc, qui est une entreprise derrière, en fait, qui fait du profit, et un USDT émis, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient leur parité. Après, là, du coup, on fait confiance à une entité centralisée, donc c'est totalement centralisé comme stablecoin. Et en plus, Tether, j'ai lu récemment, mais en fait, ils peuvent très bien te bloquer tes USDT s'ils ont envie, quoi. C'est-à-dire que dans le smart contract, c'est écrit que bah, ils ont le total contrôle de tes stablecoins. Et s'ils ont envie de te bloquer l'adresse, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait avec certaines adresses qui étaient malveillantes, je crois, si je dis pas de bêtises, à revérifier d'ailleurs, mais voilà, ils peuvent bloquer certaines adresses manuellement. Pareil USDC. Donc ça, USDC, j'ai pas creusé. Je sais pas s'ils peuvent faire ça directement aussi bloquer, mais eux, l'USDC, Je pense que oui. ouais, voilà, c'est complètement centralisé. Derrière, c'est une entité qui s'appelle Circle, donc, Mm. enfin, c'est connu. Donc moi, à titre perso, moi, je me diversifie beaucoup sur mes stablecoins. C'est vrai que c'est hyper important. J'ai par exemple du DAI, Ouais. Qu'est-ce de que Maker. j'en entends souvent parler? Est-ce qu'il est bien le DAI? Ouais, Maker, du coup, le DAI de Maker DAO, du coup, il est intéressant parce que derrière, du coup, c'est une DAO qu'il gère. Donc, c'est une entité décentralisée. Ensuite, moi, je suis quand même exposé à USDC et USDT parce que j'estime quand même qu'ils sont très solides, qu'ils sont là depuis un petit moment. Personnellement, je pense qu'on l'a tous vu, mais il y a eu du FUD autour de l'USDC, donc qui avait pris 10% enfin qui avait des pegs de 10%. Moi personnellement, j'en avais racheté à ce moment-là parce que bah, c'était clairement du gros FUD autour de une boîte c'était Silverbank, je crois, Ouais. qui avait craché. Mais du coup, non, ouais. Je pense que le mieux dans ces cas-là, c'est essayer de les exposer un maximum. Aujourd'hui, il y a des projets qui essayent de se lancer, se démarquer, comme Go de AVE, qui sont aussi intéressants. Il y a le LUST, non, je sais plus,
celui de Liquidity, LUSD, Ok. celui de Liquidity, qui est une plateforme décentralisée aussi, donc qui peut être intéressant. DAI, LUSD, du coup USDT et USDC pour moi. On s'entend que BUSD, faut se méfier. Oui, oui, Ouais. enfin, il faut les retirer quoi qu'il arrive. Non, c'est ça. Ouais, ils seront finis, hein, donc Et c'est il vrai faut que absolument. d'ailleurs, ils ont vendu, il me semble, plusieurs fois, ils ont enlevé des paires parce qu'ils disaient on n'a plus assez de liquidité en BUSD, fait qu'ils t'obligeaient à Ouais, utiliser leur stablecoin pour assurer la pérennité de la plateforme. Ouais. ouais, c'est ça. Bah, du coup, ouais, faut faire attention. Mais c'est vrai que je me mets à la place. Bon, c'est vrai que nous, ça fait un moment qu'on est. Bon, toi, tu disais 2020, moi, je suis rentré en 2019. Et c'est vrai qu'on est habitué maintenant quasiment où on vit avec le risque, hein. La vie est un risque, il faut le rappeler quand même. Le risque zéro, c'est la mort en fait. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui rentre ou qui veut rentrer, je comprends hein, que ça fasse peur parce que tu dis, mais attends, Ouais, mais même le truc qui est stable, peut-être qu'il n'est pas stable, ça va ouais, dépendre. Ça va bah dépendre de la oui, météo. Donc, non, non, c'est bah sûr, oui. mais je pense que tu as donné le conseil clé en fait là-dedans, c'est de dire vraiment de diversifier en fait vos actifs et même en stable en fait de pas prendre ça pour argent comptant et de vraiment aller sur explorer les projets que Paul vient de mentionner et essayer d'en avoir un petit peu de chaque, de même que sur les exchanges. Bon, c'est sûr qu'on recommande d'être sur des wallets décents. Je sais pas si tu veux parler des wallets d'ailleurs, tu as parlé des wallets Ouais, DeFi. Moi, carrément. je vais te dire aux gens, je fais que les wallets et dis-moi si je peux optimiser. C'est vrai que moi, le Vas-y. dernier bull run, j'ai fait de la merde, c'est-à-dire que j'étais que sur Binance. Donc, clairement, je recommande pas. Là, je me suis vraiment préparé, donc j'ai investi dans un cold wallet. Et aujourd'hui, donc j'ai ce que je trade de façon un peu plus régulière, bah, je vais l'avoir panaché sur deux ou trois exchanges. Et après, le gros de mon bag que je vais garder sur tout le bull run, je l'ai mis sur mon cold wallet. Par contre, je Ok, sais que moi, celui que j'utilise, pour l'instant, il n'y a pas encore l'option de faire du stacking, des choses comme ça. Toi, c'est quoi ok. comment tu utilises ça et comment tu fais en sorte que même ce que tu vas sécuriser va te rapporter quelque chose parce que peut-être que tu le stack, peut-être que tu l'investis en finance décentralisée. Bah, du coup, moi, j'utilise trois types de wallets, enfin, majoritairement deux. Alors, dans les wallets, il y a différents niveaux de sécurité. Ça va être hyper intéressant. On a ce qu'on appelle les EOA, donc External Honnête de Compte, donc qui est tout ce qui est MetaMask, Rabi Wallet. Rabi que je conseille parce qu'il a une protection de sécurité qui est assez intéressante avec un gas top-up. Justement, tu peux payer, bon, bref. Ça, c'est des EOA, donc c'est-à-dire qu'ils sont connectés à Internet. Ils sont vachement plus vulnérables que de ce qu'on appelle des hardware wallets. Hmm. Donc, moi personnellement, je les trouve, ils sont hyper intéressants, voilà, pour faire entre guillemets, des actions assez rapides. C'est-à-dire que si tu as envie de te connecter avec des applications décentralisées, bah, ça va être très intéressant d'utiliser des EOA comme ça, donc des wallets décentralisés directement. Comment ça se représente si jamais on connaît pas du tout, c'est vraiment des extensions Chrome qui viennent en haut. La plus connue, MetaMask, je pense aujourd'hui. Après, Rabi est en train de voilà, de rattraper. Et en fait, avec ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle des hardware wallets. Donc là, typiquement Ledger, Trésor. Donc eux, ils sont comme des clés USB, donc qui sont complètement coupées d'Internet, donc offline. Et très clairement, eux, c'est pour faire du stockage à froid. Donc vraiment stocker ces crypto-monnaies. Donc vraiment, si tu utilises les réseaux blockchain, tu stockes ta crypto dans ton hardware wallet et t'en parles plus. Tu le gardes pour longtemps. Après, ce qu'on peut faire avec avec les hardware wallets, justement, on peut les connecter à des EOA pour naviguer justement en finance décentralisée. Donc par exemple, moi je peux avoir, voilà, moi j'utilise personnellement mon hardware wallet, c'est Ledger, qui est une compagnie assez connue en France. Et en fait, je vais pouvoir avec mon Ledger le connecter à mon MetaMask et ensuite pouvoir mettre de l'argent dessus et pouvoir justement naviguer en finance décentralisée. Personnellement, c'est pas ce que je conseille, enfin, je conseille pas non plus, mais c'est pas ce que je recommande puisque pour moi, un hardware wallet, c'est vraiment fait pour conserver long terme et vraiment pas y toucher. C'est-à-dire que même j'ai trop peur. Parce qu'en fait, si tu acceptes un smart contract frauduleux via ton EOA et connecté à ton hardware, il peut te siphonner ton hardware. C'est-à-dire ils sont assez forts, assez doués justement pour aller jusque-là. Donc pour moi, je le connecte même pas, même si l'option est complètement faisable. Après, avec Ledger Live, par exemple, tu peux faire du staking in-app, donc directement via l'application. Donc c'est intéressant. Moi, personnellement, je le fais pas non plus. Je mets vraiment que mon bag long terme dans ma Ledger et voilà. Et le dernier niveau de sécurité, le plus élevé selon moi, c'est ce qu'on appelle le multisig, donc Mhm. multisignature,
qui est fait par une boîte moi chez qui j'ai déjà ouvert un multisig qui s'appelle Safe, donc qui porte bien son nom pour sécuriser. Et très concrètement, en fait, le truc là-dedans, c'est que tu vas pouvoir définir, bah, en fait, tu vas pouvoir ouvrir ce qu'on appelle un smart account. Donc, Mm. clairement, c'est comme un smart contract, mais un smart account, donc un compte voilà, intelligent, on va dire. Et en fait, très concrètement, tu vas pouvoir mettre ce qu'on appelle du coup des mecs qui vont être titulaires de ce compte-là. C'est comme si toi et moi, ben, on décidait de, voilà, d'ouvrir un compte tous les deux, qu'on mettait de l'argent dessus. Et en fait, ben, on désigne, voilà, il y a deux personnes qui vont pouvoir faire des signatures. Donc là, on les relie avec, par exemple, des EOA ou des hardware wallets. Mm. Et en fait, quand il y a une transaction qui va devoir partir de notre compte commun, eh ben, on va mettre dans le code que nous deux, on doit accepter la transaction, tu vois. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu te fais pirater ton wallet, ben, on peut pas pirater notre compte commun. Parce qu'en fait, il faudra les deux validations. Et en fait, bah, ça, tu peux paramétrer ce que tu veux. C'est-à-dire que je peux très bien faire un wallet avec deux personnes, mais il faut, par exemple, je sais pas moi, 15 signatures pour pouvoir faire une transaction, parce que je mets plusieurs personnes qui vont être titulaires du compte. Enfin voilà, il y a vraiment, tu peux tout faire, et en fait, c'est le niveau de sécurité pour moi le plus élevé, puisque justement, tu peux, entre guillemets, voilà, diluer les risques sur plusieurs personnes. Par exemple, tu dis que voilà, il y a trois qui sont titulaires de compte, il y en a à chaque fois, enfin, il y a cinq titulaires de compte, il y en a trois à chaque fois qui doivent signer pour faire partie d'une transaction. Du coup, ça dilue vachement le risque. Après, moi, j'écoute beaucoup de podcasts et autres sur ces sujets-là. J'ai entendu récemment qu'il y avait la technologie MPC, Multiple Computer, quelque chose comme ça, et alors c'est un wallet qui a été monté en Israël, qui était sur cette technologie-là, et dont la boîte s'appelait Zengo, je crois. Et en fait, tu n'as plus besoin en fait de stocker ta seed de 24 mots. Tu as directement ton wallet intégré sur ton téléphone. Et en fait, une partie de ta seed, enfin, ça coupe ta seed en plusieurs fragments. Ça fragmente ta seed. Un peu comme ce qu'a fait Ledger Recovery. Mm. Et en fait, ça te permet de plus devoir retenir tes 24 mots. Bon, après, il y a d'autres personnes. J'ai aussi entendu une interview du CTO, enfin, de l'ancien CTO de Ledger qui disait que les MPC, c'était pas bien. Enfin, voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'innovations qui sont faites aussi dans ce domaine-là. Mais du coup, ouais, hyper intéressant d'avoir différents wallets. Et c'est vrai que Ledger, il y a eu beaucoup de FUD là aussi. Alors, il y avait eu, quand tu te parlais du recovery, ils appelaient ça? Ledger Ledger Recovery, je pense. Recovery. Ouais, c'est ça. Où il disait que finalement, donc en fait, peut-être pour expliquer le concept simplement, donc quand on a un wallet, on va avoir donc un seed phrase, ça va être 12 ou 24 mots qui vous permettent en fait, si vous perdez votre ledger, vous avez toujours accès à votre crypto. En fait, souvent on pense qu'un wallet c'est là où on met nos cryptos, mais nos cryptos vont pas sur le wallet. Hein. Je pense que je l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Les cryptos restent dans la blockchain, mais en fait c'est vos clés de sécurité qui sont dans le ledger. Et du coup, on peut les récupérer via le seed phrase. Et en fait, ce que Ledger, en fait, moi, je respecte beaucoup cette entreprise parce que justement, ils essayent un petit peu ils comprennent les enjeux. Et à mon avis, si on veut aller vers une adoption un peu plus mainstream, forcément, il va falloir réutiliser des modèles tels que les gens sont habitués. Parce que, bon, Paul, moi ou d'autres personnes qui sont déjà dans la crypto, on est habitué à le faire. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer, je peux comprendre que ça fasse un peu peur, comme on disait. Et c'est vrai qu'en Ouais. fait, en gros, bah, c'est que votre clé est compartimentée et confiée à plusieurs entreprises. Par contre, et après, on pourra partir là-dessus aussi, mais c'est le côté en fait centralisé et aussi potentiellement où le gouvernement, apparemment c'était un des trucs qu'il disait, Ouais. potentiellement le gouvernement pouvait demander à Ledger de donner les clés Ouais. parce que peu importe. Et du coup, ben, ça fait qu'on perd un petit peu l'intérêt qui était à la base de vouloir sécuriser et être propriétaire de notre propre crypto. Et là, Ouais. dernièrement, il y a eu un truc, un hack apparemment. Je sais pas si tu as suivi ça, Oui. c'est ultra Ledger récent. ConvertKit. Et il disait en gros, pluguez absolument pas votre ledger en ce moment. Ouais. Bah, est-ce que tu Ça, veux en c'est. parler? Parce que je t'avoue que j'ai pas trop compris. Je me dis, mais c'est fou, même quand t'as ton cold wallet, t'es encore en stress Non. que tu te dis, putain, si je le Non, connecte au non. mauvais moment. Ok, vas-y. Non, pas du tout. En fait, alors du coup, pour revenir du coup, Ledger Recovery, moi je suis pas du tout expert en cryptographie, donc je vais pas m'avancer sur ce sujet. Mais, euh, mais ouais, en fait, il y avait ce souci de fragmenter la seed phrase, et que voilà, le gouvernement pouvait potentiellement demander aux entreprises, voilà, parce que vu que c'est des entreprises, ils ont le pouvoir sur les entreprises,
de leur demander de divulguer des informations confidentielles. Mais après, enfin, il y en a qui disaient aussi qu'il y avait une théorie où justement, bah, ça veut dire que Ledger pourrait connaître la seed phrase de chaque personne s'ils peuvent Mhm. l'envoyer à d'autres mondes. Ah ouais. Mais en fait, voilà, il y a plein d'autres choses dans le sens où moi je m'y connais pas assez chez Ledger. Si ça se trouve, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et je crois que j'avais entendu une interview du CTO aussi qui disait que non, c'était pas possible ou autre. Moi, de toute façon, je suis pas assez expert sur de la cryptographie pour savoir vraiment quelles sont les technologies là derrière, donc je pourrais pas m'exprimer là-dessus. Mais pour revenir du coup à Ledger ConvertKit, là, qui est arrivé il y a pas longtemps, en fait, c'est juste que, tu sais, il y a des librairies de code que plusieurs en fait applications décentralisées utilisaient. Bah, par exemple, quand tu te connectes sur une application décentralisée, tu sais, je sais pas si tu as déjà utilisé, mais tu sais, ça te demande est-ce que vous voulez vous connecter avec Ledger, avec Rabi, Mhm. avec votre wallet Coinbase, avec votre Ledger. Et en fait, bah, il y avait un bout de code que Ledger ConvertKit avait déployé. Et en fait, toutes les applications décentralisées, enfin beaucoup d'applications décentralisées, l'utilisaient justement parce que c'était plus simple et comme ça, bah, ils avaient la pop-up Ledger qui apparaissait à côté de toutes les autres. Et en fait, bah, très concrètement, c'est que beaucoup d'applications décentralisées l'avaient mis. Il y avait Revoke Cash dont je me souviens. Il y avait d'autres applications, je connais plus tous les noms, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et en fait, c'est juste, bon après, si tu t'y connais aussi, que tu as interagi en finance décentralisée plus d'une fois, tu peux pas te faire avoir. Parce qu'en fait, clairement, il y avait une pop-up qui apparaissait sur une autre pop-up. Et en fait, celle qui apparaissait au-dessus, eux, c'était les malfaiteurs en fait, qui avaient mis ça par-dessus. Et en fait, là, si tu connectais dessus et que tu faisais une transaction dessus, bah là, du coup, tu te faisais drainer tes fonds. Et en fait, il fallait se connecter sur une application décentralisée et faire une transaction. Et au final, il y a eu, je crois, alors qu'elle est restée 3 heures, je crois, ou 2 heures, je sais plus. Mais il y a eu que, entre guillemets, que 600 000 euros qui ont été drainés, même si c'est beaucoup. Mais en fait, c'est pas, ils avaient pas accès à n'importe quel ledger. C'était si tu venais avec une ledger et que tu sélectionnais la mauvaise pop-up et que tu faisais une transaction, bah, tu te faisais drainer tes fonds. Ok. Bon, bah merci pour la petite clarification là-dessus. C'est vrai que des fois, on voit passer des trucs et t'es comme merde. Tu sais. Ouais, non, Euh, non, bah non. ça a Enfin, pas aidé, en tout c'est. cas, Ledger qui essaye de revamper en Non. ce moment parce qu'il y en a plein qui sont partis du coup sur d'autres solutions. Trésor, pour l'instant, j'ai l'impression que eux autres, c'est vraiment, Ouais, j'ai un des jamais rien leaders. entendu. Ouais, c'est un des leaders, hein, Ouais. vraiment. Mm. Bah, moi, j'ai Ok. jamais utilisé, mais ouais, Ouais. j'entends parler. Là, j'aimerais faire la transition vers, avant de partir sur les perspectives futures et tout, peut-être un peu parler du marché actuellement. C'est quoi, toi, ta vision sur le marché? Comment tu vois un petit peu les choses? Comment tu as l'impression que ça va se dérouler? Bien sûr, on est dans l'hypothétique complet, hein, on s'amuse, on fait des Ouais. prédictions. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des narratifs qui vont s'imposer? Et aussi, est-ce que tu as des projets chouchous que tu as déjà accumulés, que tu souhaites garder sur toute le bull run? Ouais. Bah, alors, ouais, c'est vrai que c'est complètement spéculatif. Moi, mon Mhm. profil, il est vraiment bon père de famille, même si je suis très jeune. Enfin, très jeune, voilà, je m'entends. Mais, ouais, clairement, moi, j'investis enfin, sur des fondamentaux. Donc, j'investis beaucoup sur Bitcoin, Ethereum, pas mal sur des tokens d'applications décentralisées. Donc, j'avais dit par exemple Maverick. AVE, même Curve, même s'il y a certains problèmes, je trouve vraiment intéressant. Et sinon, un des projets que je soutiens depuis longtemps et que je trouve hyper intéressant, c'est Chainlink. Ouais. Chainlink qui pour moi a un cas d'usage off-chain, on-chain qui est hyper intéressant. Et en fait, pour moi, en fait, n'importe quelle application décentralisée ou n'importe quel projet qui voudra mettre justement des data off-chain sur une blockchain, donc même par rapport au real world asset, dont tout le monde en a entendu parler. Bah, Chainlink, ça va être la solution phare. Ils sont en train de développer énormément de choses. C'est vraiment le leader du marché des oracles. Et moi, clairement, je l'accumule depuis un long moment. Enfin, il s'est bien apprécié là dans le temps. Donc, non, ça, c'est hyper intéressant. Après, moi, en termes d'investissement, je suis vraiment sur un DCA. Avant, en fait, j'ai beaucoup investi décembre dernier. Donc, entre guillemets, j'ai eu un peu de chance parce que c'est là où moi j'ai eu la possibilité d'avoir pas mal de fonds pour justement commencer à investir. Mais parce que du coup, bah, on était vraiment dans le creux et j'y croyais vraiment. Donc, je commençais à investir en DCA à partir de ce moment-là, mensuellement et hebdomadairement. Je sais pas si ça se dit. Mais du coup, voilà, voilà, je me suis pas mal exposé à ce genre de projet. Après, je pense qu'il y a plein de narratifs qui sont intéressantes.
les LST, donc les Liquid Staking Token, donc tout ce qui va être Lido, Rocket Pool, ça peut être intéressant. Ensuite, bah, vraiment les oracles du coup Chainlink, je trouve ça vraiment intéressant. Real World Asset, je me suis exposé également, qui pour moi est une narrative aussi très intéressante, où justement voilà pouvoir tokeniser des véhicules d'investissement qui sont réservés à, entre guillemets une élite. Et ensuite, bon après moi je suis quelqu'un, je suis très, enfin je me plonge un peu dans toutes les hypes qui sont aussi un peu présentes. En ce Mhm. moment, on parle beaucoup des inscriptions. Bon, je sais que c'est vraiment des trucs bullshit, entre guillemets. Je sais pas si tu connais un peu les inscriptions, mais tu sais, je sais Et- pas si t'as déjà entendu de la BRC20, Ah oui, ok. Ouais, comment ils appelaient ça? les J'a- shitcoins. Je pense que J'avais c'est un des autre, shitcoins. j'avais un autre mot en tête. Les ordinaux, c'est ça? Ouais, les ordinals. Ouais, ouais, ordinals. Ouais. Ordinal, Ouais, ouais, en tout cas. ouais, c'est ça. En gros, c'est ce qui s'est passé sur Ethereum, mais sur Bitcoin. Du coup, c'est ça, ils ont trouvé un moyen de créer des NFT sur Bitcoin. Est-ce que je Ils ont trouvé un me... moyen, ouais, de faire non, des jetons fongibles, justement, en fait, Ok. de pouvoir, entre guillemets, faire de la DeFi sur Bitcoin. Mais les projets reposent sur rien. Il y a eu une énorme hype autour de ça. En ce moment, il y a énormément d'inscriptions sur toutes les blockchains de Layer 2, donc que ce soit Arbitrum, ZkSync et autres. Et en fait, genre, par exemple, Arbitrum, tu connais sûrement la Mhm. blockchain. Ce week-end, elle a été down pendant 1 heure J'ai vu, parce ouais. que justement, il y a eu énormément d'inscriptions. Et en fait, les inscriptions, c'est un, il y a un article qui a été hyper bien écrit par quelqu'un que je suis, et justement où il disait que les inscriptions, bah, en fait, tout le monde pouvait en faire, mais clairement, ça fait pas avancer, en fait, ça fait pas avancer les choses. Et du coup, bah, en fait, t'as toutes les layers 2 qui sont passées. ZK-Sync, elle a été down aussi ce week-end. Donc, en fait, bah, très concrètement, bah, toutes ces choses-là, bah, c'est des hypes qui suivent, où justement, bah, si tu arrives early, tu peux bien, enfin, tu peux faire des bons multiples. Moi, personnellement, je m'étais pas mal intéressé du coup à la BRC20, mais techniquement, là, il fallait se créer un wallet, il fallait faire de l'OTC. C'est-à-dire que l'OTC, c'est overtrade de compte. C'est-à-dire que tu sais, tu passes par un middleman Mhm. pour vendre tes tokens. C'est-à-dire que, enfin bref. Et du coup, c'était très compliqué. C'était vraiment dégène, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment suivre des hypes, mais ça, voilà, c'est juste des hypes très ponctuels. Ouais. Mais, hum, mais voilà, un peu, il y a beaucoup de narratifs qui sont intéressants, je Mais pense. sur le RWA, je suis curieux de t'entendre là-dessus un petit peu. C'est vrai qu'il y a, alors j'oublie son nom, Larry Finch, le gars le Larry Fink, ouais. CEO, ouais, le BlackRock. CEO de BlackRock, qui en a parlé, qui disait que pour lui c'était vraiment un des use cases de la blockchain qui allait révolutionner notre économie. Euh, T'es sur quel projet RWA? Est-ce qu'il y en a un Euh, que t'aimes ouais. mieux? Bah moi je suis beaucoup sur Realtio, non? Ou quelque chose comme ça. Realty R- l'immobilier? non, pas Realty. Non, non, alors il y a eu Rio, Ah, mais je crois Rio, que ouais, son nom. j'en ai. Mais ouais, c'est ça, C'est Rio Realio Network, je pense, ou un truc comme ça. ouais, Realio, voilà. Ouais, Realio, ouais, bah lui, il est cool. ouais, voilà, c'est ça. J'ai regardé vite fait. J'ai investi, mais vraiment, en fait, moi, je répartis différents bags. Vraiment bag safe. Après, j'ai un bag, voilà, middle cap, et après, vraiment small cap. Et je me souviens que j'avais regardé l'application. Pour moi, c'est pareil, ça, j'ai suivi plus une tendance qu'autre chose. J'ai pas fait d'analyse fondamentale Ok. à proprement parler. J'ai regardé si l'application, j'ai essayé de me connecter, je trouvais que c'était pas très bien fait. Et je pense que la technologie est encore trop jeune, c'est-à-dire qu'elle est pas du tout développée pour le moment. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est, ouais, pas pour l'instant assez développé. Et sinon, il y avait Credit Coin aussi, Ouais, CTC. Je sais pas si ça te parle. j'en ai Mais entendu voilà. parler. Ouais. Quand Ok. entendu parler, il a l'air d'être un des leaders sur le narratif. Mais tu vois, c'est un autre Paul d'ailleurs, Paul Crypto Formation, tu connais sûrement, Ouais. qui parle qui a publié un post là dernièrement sur X où il montrait la courbe
la courbe d'adoption, mais en fait, tu as la première phase, et c'est pas nécessairement le prix d'ailleurs, hein. C'est le côté plus viralité, où tu vas avoir, et je pense que Rio, par exemple, ou tous les projets de AWA, on est sur la première bosse, où en fait, c'est plus de la grosse spéculation, parce que concrètement, Oui. on n'est pas rendu au point où il y a des vraies solutions techniques, il y a un vrai use case. Donc après ça, il va y avoir ça drop, et après ça, il y a une espèce de plateau technique, et après on arrive sur des projets comme maintenant Ethereum par exemple. Si on regarde le bull run de 2017, ETH concrètement, on pouvait pas l'utiliser comme maintenant. Les smart contracts, tu vois, c'était plus un concept qu'autre chose, et Ouais. pourtant ça a été un bull run phénoménal pour Ethereum. Mm. Et le dernier bull run, ETH, là on était ailleurs, on était sur, ok, là il y a des vrais trucs qu'on peut utiliser, et là on commence à avoir plein d'usages qui commencent à apparaître. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Je pense que RWA, effectivement, on est sur la première phase, donc Ah peut-être bah oui. l'équivalent d'Ethereum en 2017, on va dire. Donc il y a des Bah c'est projets, à mon clair. avis, qui vont bien performer. Ouais. Bah c'est clair parce que tout le monde achète les chiffres. C'est-à-dire Ouais. que tout le monde a vu passer les chiffres c'est un marché à X milliards de dollars, il faut être positionné maintenant. Et en fait, bah, c'est ça qui a fait investir la majorité des gens, moi y compris. Et Ouais. je pense que vraiment la technologie pour l'instant est pas du tout. Enfin, il y a il y a une grosse problématique pour moi autour de la tokenisation, que ce soit immobilière ou que ce soit voilà, tokenisation de véhicules d'investissement. C'est justement que en fait on recentralise les choses. Par exemple, le Realty, c'est de la tokenisation immobilière où Hmm. justement les titres de propriété, hein, c'est eux qui les ont. Ouais. C'est-à-dire que, ok, tu leur achètes leur token qui va représenter une part de la maison, ou enfin voilà, une part de l'enveloppe tokenisée qui te vendent, mais en fait, si Realty meurt, est-ce que ton token valera quelque chose? Je suis pas totalement sûr de ça, tu vois. Donc, euh, donc c'est pour ça, je pense que sur la tokenisation, bien que ça soit vraiment une technologie pour moi est très intéressante, que ce soit immobilière ou que ce soit vraiment de véhicules d'investissement avec les real world assets, Hmm. voilà, il faut faire attention, je pense. Carrément. Alors là, tu me tends la perche vers la conclusion de notre entretien, parce que c'est quelque chose que tu avais abordé lors de notre appel qu'on avait fait avant. Et j'avais trouvé ça super intéressant, ton point de vue par rapport en fait au... Est-ce que la décentralisation, finalement, c'est vraiment possible? Parce que là, tu vois, au cours de notre entretien, tu as parlé plusieurs fois, tu as dit, bah là derrière, par exemple, le stablecoin. Tu as dit, là, il y a une compagnie derrière, il y a Circle, il y a Tether. Là, tu parles des Real World Assets, effectivement, derrière, tu as une compagnie. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a beau, dans l'idéal, dans le théorique, on dit la décentralisation, c'est extraordinaire et on doit tendre vers ça. Mais je me demande à quel point c'est possible et je sais que tu voulais en parler parce que tu avais des théories Ouais, là-dessus. bah en vrai, c'est ce qui est assez intéressant aussi. Par exemple, il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup de choses qui ont été mises en avant, par exemple sur la blockchain Ethereum, bien que j'apprécie énormément ce réseau qui vraiment qui construit pour moi qui ont des potentialités vraiment énorme. Mais en fait, on a le premier niveau de décentralisation pour moi, où justement, tu as une blockchain, elle est décentralisée parce que voilà, il y a plusieurs nœuds validateurs qui sont pas voilà, contrôlés par une seule entité, mais voilà, qui peuvent être contrôlés par des personnes, des particuliers, ce genre de choses. Déjà, il va y avoir une première centralisation dans le fait où il n'y a pas tout le monde qui a les connaissances déjà pour faire un nœud validateur, c'est-à-dire que déjà, enfin, je pense que sur Terre, t'as pas énormément de personnes qui vont s'intéresser à ça, du coup, tu as une première limite, entre guillemets, de la décentralisation qui est trouvée ici. Et la deuxième, c'est par exemple, tous ces nœuds validateurs, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur quel cloud, en fait, ils étaient reposés. La majorité, on peut voir que, par exemple, ils sont chez AWS, donc Amazon Web Service, décide de demain shutdown tous les nœuds Ethereum. Très bien, ok, ça va peut-être pas casser la blockchain Ethereum puisqu'il y aura encore assez de nœuds pour valider les transactions, mais ça va quand même lui enlever une puissance de validation vraiment assez énorme. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté décentralisation où faut faire attention. Je pense pas que la décentralisation maximale soit possible dans le monde dans lequel on vit parce que justement, voilà, il y aura toujours des contraintes de serveurs, il y aura toujours des contraintes de connaissances techniques. Et en fait, je pense que vouloir aussi chercher la décentralisation à tout prix, c'est pas quelque chose de totalement, enfin, c'est un peu, entre guillemets, enfin, c'est quasiment impossible d'avoir une décentralisation vraiment totale de chez Total, parce que même aujourd'hui, dans les applications décentralisées,
on peut voir que, par exemple, A16Z, le gros fonds d'investissement, bah, il a par exemple énormément de tokens de gouvernance du protocole Uniswap, avec les tokens de gouvernance unis. Et en fait, à lui tout seul, il pourrait limite voilà, faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et en fait, même à ce niveau-là, il n'y a pas énormément de décentralisation. Donc, pour ça que je pense que aujourd'hui, beaucoup la décentralisation, beaucoup prônent ces valeurs-là. Je suis d'accord avec ces dernières, mais je pense pas que ça soit quelque chose non plus de totalement faisable. Il faut aussi rester dans la réalité, dans le sens où je pense qu'il y a des acteurs centralisés qui peuvent très bien faire du très bon travail. Donc, Mm. je pense il y a des plateformes, il y a des plateformes, même si c'est pas des sexes donc qu'on connaît, donc des centralized exchange qu'on connaît, on peut très bien avoir des plateformes all-in-one où justement tu vas avoir ben, de la finance traditionnelle et de la finance entre guillemets décentralisée au même endroit. Je Mm. veux dire, je suis pour ces valeurs-là, mais je pense pas que ça soit enfin, véritablement faisable, quoi. Ouais. Faut rappeler le triangle le trilemme de la crypto, comme on dit. Donc, c'est Ouais, effectivement très bien, blockchain. décentralisation, sécurité, scalabilité. Donc, c'est Exactement. intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à décentralisation quand on pense Bitcoin et blockchain parce que c'est dans le cœur, dans l'ADN vraiment du projet. Mais en même temps, on se rend compte quand on a bien compris ce triangle-là que ça se fait nécessairement au détriment de la sécurité. Bah, et de la scalabilité. Pour le coup, plus de la scalabilité là, parce Ouais, que plus qu'on est décentralisé, plus que potentiellement ça apporte de la sécurité. Mais on voit que le problème est plus complexe que ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est la, comme tu dis, peut-être le fait qu'il y ait beaucoup d'options, le fait qu'on soit dans un écosystème qui soit florissant, il y a plein d'alternatives, il y a plein d'acteurs, il y a plein de possibilités. Tu vois, même le stablecoin, on n'a pas qu'une seule option, on en a plein. Dans les échanges décentralisés, on a plusieurs options aussi. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'au final, on est sur quelque chose de solide. Et je pense qu'on est aussi à un moment où, en fait, les gens auraient plus à perdre de faire. Ils ont intérêt à ce que ça fonctionne. ouais, Parce que si ça fonctionne pas ou qu'ils perdent la confiance des gens, sur le coup, ils peuvent peut-être faire, je sais pas, il y a peut-être de la manipulation que tu peux faire, mais j'ai l'impression que overall, ils vont être perdants, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'on est à ouais, un moment où finalement tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne, à part peut-être les gouvernements et il faut pas que ouais, ça c'est fonctionne ça. trop vite, il faut qu'ils puissent remplir leur poche. Mais Ouais, ouais, c'est ça. je sais pas. Ouais, c'est clair qu'il y a plein de problématiques. Après, c'est comme dans tout sujet, mais là, ça devient de. Ouais, enfin, tout n'est jamais blanc ou tout n'est jamais noir. Mm. C'est toujours un peu gris et je pense que bah, dans cet écosystème, voilà, enfin, c'est la même règle pour tout le monde. Donc, je pense que il faut pas être maximaliste décentralisation, faut pas non plus être maximaliste centralisation, surtout pas, parce que c'est aussi les valeurs et ce pourquoi, par exemple, Bitcoin a été créé. D'ailleurs, Bitcoin est souvent un cas à part. Enfin, beaucoup de personnes l'estiment comme un cas à Mm. part. Mais c'est vrai que ben, lui, ce protocole-là est hyper intéressant parce que justement, il y a ce côté décentralisation bah, très poussé aussi. Mais pareil, il faut des compétences techniques pour développer un Bitcoin. Mais voilà, niveau sécurité, niveau décentralisation, on est très bien. Mais après, c'est niveau scalabilité où on sait que voilà, Mm. ça peut être très lent sur Bitcoin. Donc voilà, chacun entre guillemets aussi ses défauts. Mais moi, je trouve que c'est quand même un écosystème qui grossit bien, qui a beaucoup d'avantages. Carrément. Alors, on va finir avec la question aussi traditionnelle. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui se lançait aujourd'hui dans Ouais, tout ça, là, est-ce que toi, il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé? ouais, déjà vraiment rester curieux. Donc, c'est-à-dire que vraiment essayer d'aller creuser les projets un peu plus loin que l'aspect spéculatif. Donc, c'est-à-dire essayer de comprendre les valeurs. Je sais que derrière Bitcoin, il y a énormément de valeurs d'énergie. Donc, justement, de pouvoir placer des fermes de minage dans des lieux où justement il y a des manques d'énergie ou de ce genre de choses. Donc vraiment creuser un peu plus les white papers techniquement, essayer de vraiment s'intéresser à toutes ces choses-là. Je pense qu'aussi un des conseils que je donnerais, parce que je suis tombé dedans, c'est vraiment éviter tout ce qui est voilà, influenceurs sur les réseaux sociaux qui te disent vraiment d'investir sur une crypto ou qui te disent de faire ci ou faire ça, c'est vraiment red flag, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pas les écouter. Argent.
Donc c'est ça aussi que je dirais. Sinon, ouais, vraiment essayer de comprendre avant d'investir. Pour moi, c'est un peu la trame que je suis tout le temps. C'est vraiment essayer de comprendre les choses avant d'investir, de faire des plans d'investissement. Évidemment que quand tu vas te lancer, bah, tu vas sûrement perdre de l'argent parce que tu feras des mauvais choix. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est comme ça aussi que tu apprends, que tu découvres de nouvelles choses. Donc voilà un peu ce que je donnerais. Mais c'est un très bon conseil, sérieux, merci Paul. Merci Et à toi. alors, pour les prochaines vidéos, je demande aussi tout le temps aux personnes que j'interviewe s'ils me recommanderaient de rencontrer quelqu'un dans leur réseau. Donc, si toi, tu penses à quelqu'un, je te pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton réseau, tu penses que ce serait intéressant Ouais, que je discute avec? bah écoute, ouais, il y a vraiment plusieurs personnes auxquelles je pense. Il y en a un auquel je pense qui s'appelle Thomas Cadorel, qui est quelqu'un qui fait de la tokenomie très poussée, qui a fait pas mal de live et autres. Je pense qu'il serait carrément chaud pour se prêter au jeu. Donc, je pense Ah que je bah pourrais super. te, vraiment un tokenomiste. Il a aidé vraiment beaucoup de projets, blockchain, ce genre de choses. Il est vraiment très tech. Donc, il y a moyen que ça soit très intéressant aussi de ce côté-là. Et pareil, même d'autres personnes que je pourrais penser, je te Tu me recommanderais tiendras au courant. Bah, la tokenomics, carrément. ça serait intéressant parce que pour le coup, on avait dit qu'on en parlerait peut-être, mais là, ça fait déjà un peu plus qu'une heure. Oui, ouais, Mais du coup, ça va être intéressant du coup d'aborder le sujet parce que c'est un point clé aussi à comprendre quand on investit dans un carrément. projet, de bien comprendre la mécanique derrière. Oui. Donc super. Alors si les gens veulent en savoir plus sur toi, tu as parlé au début que tu avais une formation que tu lançais. Quel est le meilleur moyen de te rejoindre et est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu de ta formation? Ouais, ben, alors du coup, moi je suis très présent sur LinkedIn, du coup, bah, à Paul Laulan, donc Laulan, donc Paul Laulan. Et du coup, je suis très présent sur LinkedIn, je suis aussi présent sur Instagram avec Paul Web3. Et avec du coup mon associé, on a lancé une formation récemment qui s'appelle Crypto 101. Donc vraiment pour les débutants, pour se lancer sur cet écosystème-là. Donc que ce soit vraiment sur l'écosystème, les fondamentaux de la blockchain, vraiment comprendre les crypto-monnaies et faire un plan d'investissement en crypto-monnaie et la finance décentralisée. Donc on a lancé cette formation récemment. Il y a une dizaine de personnes qui nous ont rejoint jusqu'à à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment plutôt cool. On fait des lives mensuels également. Donc si vous voulez comprendre et bien débuter dans cet écosystème, vous pouvez nous rejoindre. Bah carrément, franchement, je mettrai les liens en description. Et puis, je pense que après une heure, vous avez vu le sérieux et la connaissance de Paul. Donc, je connais pas ton acolyte, Merci. mais en tout cas, je recommande parce que je sais que c'est du solide derrière. Bah écoute Paul, Merci beaucoup. franchement, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, de l'interview et de m'avoir accordé du temps. Franchement, c'est très apprécié. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous Merci aussi à toi. vous avez apprécié. On sera peut-être un autre interview Carrément. plus avancé dans le bull run, comme ça on pourra revenir peut-être sur certains sujets. Carrément. Merci encore et puis Merci à toi, Julien, en tout cas pour l'invitation. C'était vraiment très cool de parler de tout ça avec toi. bon, bah, ça fait plaisir, sérieux. Merci à vous aussi. Si vous nous avez écouté jusqu'ici, je vous laisse vous abonner, liker la vidéo, partager avec les gens autour de vous qui sont intéressés. C'est vrai que là, c'est un bon moment pour se former. Je pense que Paul, il a donné vraiment de très très bons conseils dans cette vidéo-là. Donc, de développer votre indépendance d'esprit. Donc, aller chercher les connaissances comme peut-être la formation qu'il propose, creuser les sujets. Et puis, je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Cryptalk. Merci à tous. À la prochaine. Ciao.